Bonsoir, bienvenue sur Cinémoi. Comme vous l'entendez, on va parler Breaking Bad. Donc dans les autres épisodes, j'ai pas mal expliqué les acteurs et tout ça. Là, on va parler plutôt d'anecdotes. On va parler du casting. Pourquoi Vince Gilligan, par exemple, a choisi Bryan Cranston dans le rôle de Walter White. C'est très simple. Il l'a rencontré sur un épisode d'X-Files, The Drive, sur lequel Gilligan a travaillé en tant qu'écrivain. Cranston joue un antisémite atteint d'une maladie en phase terminale qui a pris en otage le coprotagoniste de la série Fox Mulder. Gilligan a déclaré que le personnage va être à la fois répugnant et sympathique, et que Brian est le seul acteur qui pouvait faire ça. Et c'est un tour, je n'ai aucune idée de comment il le fait, dit Gilligan. Les responsables d'AMC, qui étaient initialement réticents avec le choix du casting, n'ayant connu Cranston que comme le personnage exagéré de Hal dans Malcolm, ils ont d'abord proposé le rôle à John Cusack et à Matthew Broderick. Les deux acteurs ont refusé, tant mieux. Ça, je peux pas dire, parce que Matthew Broderick et John Cusack, ils n'ont pas des têtes à faire ça. Lorsque les deux acteurs ont refusé, donc, les cadres ont persuadé de lancer Cranston après avoir vu son épisode X-Files. Cranston a contribué de manière significative à la formation et au développement du personnage de Walter White. Lorsque Gilligan a laissé une grande partie du passé de Walter inexpliqué pendant le développement de la série, c'est l'acteur lui-même qui a écrit sa propre trame de fond pour le personnage. Au début du show, Cranston a pris 10 livres pour refléter le déclin personnel du personnage et a fait teindre les reflets rouges naturels et les cheveux en brun. Il a collaboré avec la costumière Catherine Del Toro sur une garde-robe de couleurs principalement verte et brune, neutre pour rendre le personnage fade et banal. Il a travaillé avec la maquilleuse Freda Valenza pour créer une moustache qu'il décrit comme impuissante ou comme une chenille morte. Cranston a identifié à plusieurs reprises des éléments dans certains scripts où il n'était pas d'accord avec la façon dont le personnage était traité. Et il est même allé jusqu'à appeler Gilligan directement lorsqu'il ne pouvait pas régler les désaccords avec les scénaristes. Il appelait directement le grand patron. Et Cranston avait déclaré qu'il avait été inspiré en partie par son père âgé pour la façon dont Walter se comporte physiquement, qu'il a décrit un peu comme un peu courbé, jamais droit, comme si le poids du monde reposait sur les épaules de cet homme. Contrairement à son personnage, Cranston a été décrit extrêmement joueur sur le plateau, Aaron Paul le décrivant comme un enfant piégé dans un corps d'homme. On peut parler du casting aussi d'Aaron Paul, donc Jesse Pinkman. Donc ce casting a été remis en cause par la production. Paul avait l'air trop vieux et ressemblait à un trop joli garçon pour être associé à la cuisine de la méthamphétamine. Cependant, Gilligan a reconsidéré les compétences de Paul après avoir vu son audition et rappelé qu'il avait également été invité dans l'épisode Lord of the Flies de X-Files. Gilligan avait initialement prévu que Pinkman soit tué à la première saison de Breaking Bad, je vous l'avais déjà dit, dans un accord de drogue bâclé comme complot pour tourmenter Walter de culpabilité. Cependant, Gilligan a déclaré que le deuxième épisode de la saison, il était tellement impressionné par les performances de Paul, il était devenu assez clair dès le début que ça serait une énorme erreur et colossale de tuer Jesse. De même, Dean Norris avait montré sa capacité à être un responsable de l'application de la loi dans l'épisode X-Files Emasculata
et a amené Hank Schrader, le beau-frère de Walter et agent de la DEA. Donc là, on voit que Gilligan il travaille avec des gens qu'il connaît, des gens qu'il a rencontrés avant. Donc il y a Hank, Aaron Paul et Bryan Cranston qui ont joué donc, dans des épisodes de X-Files. Cranston n'a joué que dans un seul épisode. Et Dean Norris aussi. Dean Norris qui est Hank. Voilà, ça c'est pour les deux principaux personnages. On ne va pas rentrer dans le détail des autres, j'en ai déjà parlé. On va parler de précision scientifique. Parce que dans le film, on les voit cuisiner, on les voit faire. Et on se demande si c'est pour de vrai ou pour de faux la recette, si c'est vraiment comme ça que ça se fait. Donc Donna Nelson, professeure de chimie organique à l'université d'Oklahoma, a vérifié les scripts et fourni les dialogues. Elle a également dessiné des structures chimiques et écrit les équations chimiques qui ont été utilisées comme accessoires, selon le créateur Vince Gilligan. Il dit le docteur Donna Nelson nous a approchés il y a plusieurs saisons et a dit « J'aime vraiment cette émission et si jamais vous avez besoin d'aide avec la chimie, j'aimerais vous donner un coup de main. » Elle a été merveilleuse conseillère. Nous obtenons de l'aide de partout où nous en avons besoin, qu'il s'agisse de chimie, d'électrotechnique ou de physique. Nous essayons de tout corriger. Il n'y a pas de plein temps sur le plateau. Nous faisons d'abord tourner certaines scènes par ces experts. On peut dire aussi parce que Walter White parlait à ses étudiants. Ça, c'est Vince Gilligan qui parle. Et j'ai pu atténuer certains moments de la description et du dialogue dans les premiers épisodes qui m'ont retenu jusqu'à ce que nous ayons l'aide de chimistes honnêtes envers Dieu. Selon Gilligan, Nelson vérifie nos scripts pour s'assurer que notre dialogue sur la chimie est précis et à jour. Nous avons également un chimiste de la DEA, donc Drug Enforcement Administration, basé à Dallas, qui vient sur le plateau les aider et qui est très utile. Nelson a parlé de l'intérêt de Gilligan pour la science, juste en disant à Gilligan que cela faisait une différence pour lui. Voilà. Donc, l'un des points importants de l'intrigue de la série est que le crystal meth que Walter cuisine a de très longs cristaux et très pur. Malgré sa pureté, une forte couleur bleu cyan. La vraie cristal meth est vraiment ultra pure, aurait tendance à être clair ou blanc. Dans leur article dit Chemie Breaking Bad, traduit en anglais Chemist Review, Tunga Saltamer et Fal Carnish discutent de la plausibilité de la chimie représentée dans certaines scènes. Selon eux, la chimie est clairement décrite comme une science de la fabrication, sans fournir beaucoup d'explications sur les méthodes analytiques. D'autre part, les sujets scientifiques sérieux sont mêlés au dialogue afin de monter un monde où la chimie joue un rôle clé. Voilà, donc ça c'était les petites précisions scientifiques. Il y en a d'autres, vous savez que dans le tableau, il y a plusieurs clins d'œil dans le tableau périodique des éléments. Ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Là, on va se préciser sur ce que je préfère, c'est l'audiovisuel, l'aspect technique. Donc, sur Breaking Bad, le chef photo, donc directeur de la photographie, c'était Michael Slovis, à partir de la 2e saison. Il a d'ailleurs été acclamé par la critique pour son travail sur la série. Les critiques ont apprécié le style visuel audacieux adopté pour la série télévisée. Bien que le créateur de la série, Vince Gilligan et Slovis, aient voulu tourner Breaking Bad en cinémascope, Sony et MC ne leur ont pas accordé l'autorisation. Gilligan a cité les westerns de Sergio Leone comme référence pour savoir à quoi il voulait que la série ressemble, mais sans suite. Slovis a reçu 4 nominations au Primetime Emmy Award
pour la cinématographie exceptionnelle pour une série d'1 heure et la cinématographie exceptionnelle pour une série à caméra unique. Breaking Bad a été tourné sur un film 35 mm, donc pas de caméra numérique sur le plateau, ce qui devient de plus en plus rare, en raison de la robustesse de l'équipement et pour rester concentré sur le tournage des scènes de manière économique. Cela permet également un transfert numérique, c'est-à-dire qu'ils ont scanné la pellicule en 4K. C'est pour ça que lorsqu'on les voit sur Netflix, par exemple, ils sont en 4K. À la fin de la 5e saison, d'ailleurs, les épisodes avaient coûté plus de 6 millions de dollars américains à produire. Voilà. On va parler des apparitions d'acteurs très connus qui apparaissent dans un épisode en général. On a le fameux Danny Trejo. Danny Trejo, vous le connaissez forcément parce qu'il a une gueule pas possible. Il fait les pubs Old El Paso par exemple. Alors il est connu pour il est connu pour des films. Il n'y a pas sa biographie. Il n'y a pas sa vraie biographie. Il a travaillé dans énormément de séries et beaucoup de films. Il a même travaillé sur le livre de Boba Fett, sur le chapitre 3. Il y a eu des jeux. En 2004, Danny Trejo a fait une apparence dans le jeu Def Jam. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment connu. Vous connaissez forcément sa gueule. Il a une vraie gueule. On a DJ Qualls, pareil, qui est une vraie gueule aussi, qui est un policier d'Albuquerque qui chope Badger. Vous savez, le moment où il s'assoit sur le banc et lui dit t'as quelque chose. Il se méfie et au bout d'un moment, il se fait avoir par le mec et il se fait choper. Et c'est l'acteur DJ Qualls qu'on peut voir dans beaucoup de films, dans Road Trip par exemple. Des films connus, il y a quoi? Il y en a pas mal, hein. Mais c'est des films c'est des films qui sont sortis qu'aux États-Unis, donc on les connaît pas. Il a joué dans Scrubs, la série télé Scrubs. Il a joué dans comment ça s'appelle, New York Police Criminelle, dans l'épisode Scared Crazy. Il a joué dans Criminal Minds. Il a joué dans Monk. Il a joué dans Les Experts. Mon nom est Earl. Big Bang Theory. Donc vous voyez, c'est un acteur qui était beaucoup plébiscité. On a Jim Beaver qui joue un dealer d'Albuquerque. Excusez-moi, j'avais une petite toussade. Oui, donc Jim Beaver Harrelson, donc lui, sa filmographie, elle a commencé en 77. Il n'était pas crédité au générique d'ailleurs. Mais il joue dans Sister Act, par exemple, pour citer les bons films qu'il a fait. Il a joué dans Turner et Hooch avec Tom Hanks. Il a joué dans
Oh, il n'a pas joué plus que ça, hein. Il a joué dans des films qui ne sont pas sortis en France. C'est déjà pas mal. Et on a Steven Bauer. Steven Bauer qu'on connaît pour tous ceux qui ont aimé Scarface. C'est Manny dans Scarface. Le frère, le frère du grand patron. Donc ils ont repris, parce que, petite parenthèse, Vince Gilligan a une passion pour ce film. Il adore, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Bryan Cranston lorsqu'il voulait l'engager. Il a dit c'est un prof de chimie qui devient petit à petit Scarface. Parce que il adore Scarface. Il l'a dit et redit. Et dans Scarface, Steven Bauer joue son rôle. Il est marié à Melanie il était marié à Melanie Griffith, mais il a divorcé en 2012. Là, il ne s'est pas marié. On a Robert Foster, qui a une gueule aussi. C'est l'homme aux aspirateurs. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la série. Celui qui fait disparaître les gens. Il a joué de 67 à 2020. Alors qu'est-ce qu'on a comme... il joue dans El Camino, le film de Breaking Bad, déjà. Est-ce qu'on a des films connus? On n'a pas de films connus. C'est des films qui sortent qu'aux États-Unis. Si, il a joué dans Charlie Angels, le numéro 2, avec Demi Moore. Il a joué ici dans Mulholland Drive, quand même. Ah, je me rappelais pas que c'était lui. Il a joué dans Food Irene avec Jim Carrey, où il joue le colonel Paddington, puisque Jim Carrey est un policier dans le film. Mais sinon, c'est à peu près tout, hein. Ah, il a joué dans Scanner. Pour ceux qui aiment l'horreur, Scanner, c'est des directs ou vidéo la plupart. Voilà pour Robert Foster. Et Charlie Rose. Attendez, bougez pas. Qui joue son propre Rose, est un ancien journaliste de télévision américain et animateur de talk show. De 1991 à 2017, il a été l'animateur et le producteur exécutif du talk show Charlie Rose sur PBS et Bloomberg. Rose a également co-présenté CBS This Morning, et etc., etc. Et il joue dans l'épisode État de granit de Breaking Bad. Il joue son propre rôle. Ça, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, on va aborder les thèmes qui sont repris dans cette série, les thèmes qui apparaissent clairement dans la série. On a par exemple les conséquences morales. Dans un interview avec le New York Times, Vince Gilligan a déclaré que la plus grande leçon de la série, c'est que les actions ont des conséquences. Il a élaboré sur la philosophie de l'émission. Si la religion est une réaction de l'homme et rien de plus, il me semble qu'elle représente un désir humain que les malfaiteurs soient punis. Je déteste l'idée qu'Imi David vit en Arabie Saoudite
pendant les 20 dernières années de sa vie, cela m'agace sans fin. Je ressens cette sorte de besoin d'expiation biblique ou de justice ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais j'aime à croire qu'il y a une amélioration, que le karma entre en jeu à un moment donné, même si ça prend des années ou des décennies à se produire. Ma petite amie a dit cette grande chose qui est devenue ma philosophie. Je veux bien croire qu'il y a un paradis, mais je ne veux pas croire qu'il y a un enfer. Dans un article comparant la série aux Sopranos, Mad Men and The Wire, 3 grandes séries qui sont un peu en dessous, moi je trouve, que Breaking Bad, mais qui sont parmi les 10 meilleures séries de tous les temps. Donc, Chuck Klosterman a déclaré que Breaking Bad est construit sur les prémices inconfortables et qu'il y a une différence irréfutable entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la seule où les personnages ont contrôlé réel sur la façon dont ils choisissent de vivre. Klosterman a ajouté que la question centrale de Breaking Bad est la suivante. Qu'est-ce qui rend un homme mauvais ? Ses actions, ses motivations ou sa décision consciente d'être une mauvaise personne ? Klosterman a conclu que dans le monde de Breaking Bad, la bonté et la méchanceté sont simplement des choix compliqués, pas différents de toute autre chose. Un autre thème qui apparaît dans la série qui est récurrent, c'est la dévotion à la famille. Walt justifie sa décision de cuisiner de la crystal meth et de devenir un criminel en raison de son désir de subvenir aux besoins de la famille. D'ailleurs, dans la 3e saison, il essaie de quitter l'entreprise parce que ça a poussé Skyler à le quitter. Gus Fring arrive à le convaincre de rester, lui disant que c'était le travail d'un homme de subvenir aux besoins de sa famille, même s'il n'est pas aimé. Dans le dernier épisode de la série, cependant, Walt admet que finalement il a vu finalement à Skyler que la principale motivation de ses efforts dans le commerce de la méthamphétamine était son propre intérêt. Bien qu'il ait secrètement obtenu les 9 000 millions de dollars qu'il avait réussi à récupérer pour elle et ses enfants, la solitude de Jesse dans les premières saisons s'explique en partie par la décision de ses parents de le chercher chez eux en raison de ses activités liées à la drogue. Cette déconnexion parentale le rapproche de Jane, dont le père la réprimande pour sa consommation de drogue. Et lorsque Walt croise le chemin du père de Jane, Walt se réfère à Jesse comme son neveu et déplore le fait qu'il ne puisse pas le joindre. Le père de Jane répond en lui disant de continuer d'essayer en disant « famille ». Vous ne pouvez pas abandonner jamais qu'il y a-t-il d'autres. La mort ultérieure de Jeanne, que Walt n'a délibérément pas empêché, est un facteur majeur dans l'accident d'avion de ligne de son père à la fin de la 2e saison. Et on a un grand arc tragique pour Walter White, c'est la fierté. Dans une interview avec The Village Voice, le showrunner Vince Gilligan a identifié le point de basculement auquel Walt break bad, comme sa décision orgueilleuse de ne pas accepter l'offre de Gretchen et Elliot Schwartz de payer sa chimio. Ils offrent à Walt tout ce dont il a besoin. À la fin, il leur dit merci, non. Et il retourne vers Jesse Pinkman et dit allons cuisiner. Et c'est là que le personnage est devenu vraiment intéressant pour moi. Parce qu'il a vraiment des problèmes d'orgueil. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, un article de Looper a identifié la fierté comme le défaut fatal de Walt. Donc, ouais, j'avais pas dit que des bêtises. J'avais pas. Heureusement que c'est préparé, hein. Maintenant, on va parler des symboles. Et le premier symbole, le plus évident, c'est l'ours en peluche à moitié brûlé, auquel il manque un œil.
L'ours apparaît pour la première fois à la fin du clip vidéo Falatis du groupe de Jesse, qui est sorti sous forme de webisode en février 2009, menant à la deuxième saison. On peut repérer aussi l'ours en plus sur la peinture murale sur le mur de la chambre de Jane lors du dernier épisode de la deuxième saison, reliant davantage l'accident à Jane. Sinon, l'ours apparaît dans 4 flash-forwards au cours de 4 épisodes dont les titres, mis dans l'ordre, forment la phrase 737 done over ABQ. Donc ça veut dire 737 tombe sur Albuquerque. Et ABQ, c'est l'aéroport d'Albuquerque. Les flashbacks sont tournés en noir et blanc, et la seule exception de l'ours en peluche rose, qui est un hommage au film La liste de Schindler, où la couleur rouge était utilisée pour distinguer le pelage d'une très jeune fille. Voilà. Et à la fin de la saison, Walter contribue indirectement à provoquer la collision entre les deux avions, évidemment, puisqu'il laisse mourir Jane. Indirectement, il est lié. L'ours en peluche alors se révèle être tombé d'un des avions dans la piscine des banques des Whites. Vince Gilligan a qualifié l'accident de tentative de visualiser tout le terrible chagrin que Walt a infligé à ses proches et le jugement de Dieu. Dans le premier épisode de la 3e saison, Walt trouve l'œil manquant de l'ours en peluche dans l'équipement de la piscine. La critique de télévision Mal McNuff l'a qualifié de symbole des dommages dont Walter se sent responsable. Et le AV Club a commenté que l'ours en peluche continue d'accuser. Les fans et les critiques ont comparé l'apparence du visage de l'ours en peluche à une image du visage de Gus Fring lors de la finale de la 4e saison dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Lorsqu'il meurt, on voit la moitié de son visage qui est arraché. C'est la même chose pour l'ours en peluche. Il y a autre chose qui est très important dans cette série, c'est la couleur. Notamment la couleur des garde-robes. Celle-ci a été utilisée pour représenter l'état d'esprit des personnages, une relation entre les personnages ou préfigurer un événement. Dans une interview avec Vulture, Gilligan déclare « La couleur est importante dans Breaking Bad. Nous essayons toujours de penser en termes de celle-ci. Nous essayons toujours de penser à la couleur dont un personnage est habillé, dans le sens où il représente un certain niveau d'état d'esprit. » Pour ce qui est du nom de Walter White, qui rappelle celui du poète Walt Whitman, pendant la série, Gail Butticher donne à Walt une copie des feuilles d'herbe de Whitman. Avant d'offrir ce cadeau, Butticher récite « Quand j'ai entendu l'astronome savant ». Dans l'épisode Bullet Point, Hank trouve les initiales WW écrites dans les notes de Butticher et plaisante avec Walt en disant qu'elles sont bien ses initiales, mais que Walt dit qu'ils doivent se référer à Whitman le poète. C'est pas passé loin pour lui à ce moment-là. Voilà. Et il faut savoir que Breaking Bad était accusé par certains membres de forces de l'ordre et de la communauté juridique à normaliser ou de glorifier la création et l'utilisation de méthamphétamine. Bon, il y a toujours des gens pour et il y a des gens contre. Ça, c'est pas un problème. Il y a 3 épisodes que Ryan Johnson, qui est très connu,
travaillé sur 3 épisodes, donc Fly, la mouche, 51 et Ozymandias. Et dans un interview avec IGN, il a partagé ses souvenirs derrière la caméra. Il a fait la lumière sur le processus, y compris le fait qu'il a assisté à des réunions, des brainstorming avec Vince Gilligan. Les deux ont parlé de chaque battement dramatique du scénario, de l'aspect visuel distinct de la série et de la façon dont le changement de ton de chaque scène devait sembler naturel tout en servant le scénario principal de l'épisode particulier. Johnson a également révélé qu'il avait beaucoup appris sur le travail avec les acteurs grâce à sa mise en scène de Bryan Cranston et Aaron Paul, décrivant l'expérience comme une masterclass gratuite. Voilà, on va parler des adaptations des spin-offs. Le premier, sorti en 2013, qui s'appelle Métastase, et en espagnol Métastasis. Sony a confirmé qu'il ferait un remake espagnol de Breaking Bad, intitulé donc Métastasis, avec Diego Trujillo dans le rôle de Walter. Bon, je ne vous cite pas les autres acteurs, vous ne les connaissez pas, mais... Par contre, le spectacle se déroulerait en Colombie. Et l'équivalent de Saul Goodman se nomme Saul Bueno. Ils ne sont pas fichés, pour le coup. Il y a eu Better Call Saul, qui était une série centrée sur le personnage de Saul Goodman, et qui est une super série qui est tournée vers le droit. Et la série comptera 63 épisodes. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que le podcast vous aura plu. Il y en aura d'autres. Vous inquiétez pas. J'ai encore de quoi parler là-dessus. Il y a quelques dialogues en anglais qu'il faut entendre. Je vais les mettre sur mon sampler et je vous ferai écouter ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt sur Cinémoi.